Nous allons faire le point de l'évolution du secteur privé, bien évidemment, en 2023. Fait-il toujours aussi bon vivre pour les investisseurs privés? Quelles sont les avancées notées et quelles sont les perspectives éventuelles pour davantage consolider un PPP, un partenariat public-privé toujours aussi sain et fructueux? On s'y intéresse tout de suite. Alexandra Dioton, bonjour. Bonjour, Emon Amégan. Alors, vous avez planté le décor, comme annoncé à l'instant. Nous nous intéressons aujourd'hui au secteur privé, reconnu comme jouant un rôle crucial pour le développement. C'est, comme on le dit, le moteur de la croissance économique du pays, car le secteur privé joue un rôle essentiel à travers l'entrepreneuriat et l'investissement. Il participe à la création d'emplois. Nous avons donc aujourd'hui choisi de revenir sur les prouesses du secteur en 2023 et d'éclairer sur les perspectives pour cette nouvelle année. Nous recevons pour l'exercice un acteur du système. Il s'agit du président du Conseil des investisseurs privés du Bénin, Roland Ribou. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir ce matin. Alors, dites-nous comment se porte le secteur privé aujourd'hui au Bénin. Bon, bien justement, le 17 dernier, il y a eu cette présentation du paysage économique par la CCIB qui fait chaque année la rentrée économique et ça a été l'occasion, donc ils ont un observatoire de l'agriculture, industrie et services, et cet observatoire remarquait qu'il y a un peu de frustration au niveau du secteur privé qui se porte pas mal, mais 1 sur 2 parmi les opérateurs économiques estiment qu'il n'a pas assez de fonds propres. 1 sur 2 est un peu frustré par rapport au crédit bancaire et 1 sur 2 est frustré par rapport au marché, il y a un manque de marché. Donc il y a une volonté du secteur privé d'aller plus en avant, mais des obstacles qui existent. Okay. Donc voilà, ça c'est bien, mais ça pourrait être beaucoup mieux. Sur ces différents acteurs, ces différents aspects, mais quels sont à la fin, disons, de l'année 2023, ces chiffres clés qui caractérisent le secteur privé? Bon, comme vous savez, il y a un secteur informel très important. 65% du PIB est généré par le secteur informel et 85% de l'emploi est aussi le secteur informel. C'est une partie des statistiques. L'autre, c'est agriculture 30%. Industrie secondaire, donc 17%, et les services, 53%. La grosse partie. Oui, donc c'est un peu ainsi que se caractérise le secteur privé béninois. Au Bénin. Alors, quels ont été les acquis en 2023 pour le secteur? Est-ce qu'il y a eu des prouesses? Les prouesses majeures. D'accord, oui, il y en a eu quelques-unes quand même. Je pense que Glogic B a fait le plein. De façon un peu surprenante. D'après le plan, c'était un peu plus tard. Donc, ça y est, les 600 hectares, je crois, qui étaient alloués donc aux investisseurs étrangers ou béninois voulant s'installer ont été entièrement occupés. Et il s'agit maintenant de trouver de nouveaux espaces. Donc ça, c'est un petit peu une prouesse, puisque c'était plus vite que c'était prévu. Les infrastructures, ça, on le voit dans Cotonou tous les jours. Donc c'est un petit peu ces éléments-là qui sont assez importants. Il y a eu Glogic B, il y a eu des infrastructures. Monsieur, le plan exportation, est-ce que quelque chose n'a pas bougé? Je me souviens, cette exposition-là du Bénin en Chine. Ah, vous parlez de Madame Marcos qui est allée vendre l'ananas. Elle n'était pas seule. Non, elle n'était pas seule, mais enfin, c'était elle qui était la tête de proue, je dirais, cette opération. Oui, c'est bien, oui. C'est significatif. D'accord, c'est significatif. Alors, vous étiez en train de notifier les obstacles. On va revenir là-dessus, là maintenant. Quelles ont été les principales difficultés qui ont jalonné cette année-là? En 2023, bon, c'était quand même une année qui n'était pas très agréable de certains points de vue. D'abord, c'était la queue de Covid avec toujours en début d'année un fret assez élevé. Et bien sûr, le conflit en Ukraine qui continue à pousser vers le haut certains prix de certaines matières premières. Le prix du produit pétrolier est également un peu élevé par rapport à ce qui se passait auparavant. Donc ce sont les principales difficultés au point de vue international. C'est quand même
pas complètement facile. Pour en revenir au plan national. Plan national, bon, je pense qu'il y a une politique qui est menée, il y a un PAG assez précis qui donne des indications, qui permet d'aller de l'avant. La fiscalité, c'est quelque chose qui est maintenant maîtrisé au point de vue de la numérisation de tout un certain nombre de procédures. Donc les choses pour un investisseur sérieux sont bonnes. Notons aussi, le CIPB est beaucoup engagé là-dedans, c'est sur la justice commerciale. Nous avons eu cette année l'installation du tribunal, enfin en fin d'année, l'installation de la Cour d'appel de commerce, ce qui est finalement, ça y est, on est arrivé à avoir un ensemble complet sur la justice commerciale. Oui. Donc ça, c'est un grand acquis, puisque ça va nous assurer une justice rapide et je dirais très professionnelle. Donc il y a quand même pas mal d'aspects positifs dans cette année 2023. Alors, parlons de la collaboration avec l'État central. Quels ont été ces grands chantiers-là de collaboration en 2023, M. Ribot? Écoutez, justement, nous sommes tout à fait impliqués dans ce partenariat public-privé qui a été évoqué au début de l'émission. Donc, on ne peut être que satisfait. Sur la fiscalité, il y a eu pas mal de choses qui ont été acceptées par la direction des impôts. Est-ce qu'on peut revenir sur quelques aspects, quelques points clés? Des points clés. Oui, lorsque vous dites qu'il y a eu des choses qui ont été revues, quoi, par exemple? Par exemple, quelque chose qui est assez important, c'est la non-taxation des emballages. Parce qu'il faut réaliser que, par exemple, nous avons un membre du CIPB qui veut faire de la conserve. Et on s'aperçoit que les emballages vides qui lui arrivent pour faire son produit, le coût est à peu près identique au prix du produit chinois fini qui arrive sur le marché. Donc il y avait urgence à traiter cette question. Il y a aussi, par exemple, l'emballage carton, c'est un peu la même chose actuellement. Il n'y a pas encore de société qui fait des emballages carton dans le pays. Et on a des gens qui font venir les emballages carton d'Inde, donc à prix très élevé. Donc le fait qu'il n'y ait plus de droit de douane sur ces produits-là, ça permet d'aider la fabrication moins chère de produits locaux. On en parlera plus tard sur cette question des obstacles à la compétitivité du Bénin. Enfin, ça fait partie de ces choses-là et on est content de voir que la direction des impôts qui a géré ça, bon c'est la douane bien sûr, enfin c'est quand même la direction des impôts qui a préparé ces mesures, ça a été pris en compte, donc ça c'est intéressant. La transformation agricole aujourd'hui occupe une place essentielle, mais je m'en vais vous poser cette question. Quand on prend le paysage économique aujourd'hui au Bénin, quels sont les grands pôles d'attractivité en matière d'investissement? Cela ne se limite pas qu'au secteur de l'agriculture, n'est-ce pas? Non, bien entendu. Bon, vous avez une espèce de vitrine, c'est Logic Bay. Logic Bay, c'est pas accessible à tout le monde. Parce que il y a un minimum de capital nécessaire pour pouvoir accéder à Logic Bay. Il y a un loyer qui n'est pas petit, et donc ça doit être des entreprises qui ont des chiffres d'affaires extrêmement importants pour lesquels le loyer ne compte plus tellement. Donc c'est pas n'importe qui, mais n'empêche que ça fait venir les gens, ils regardent et après ils voient leurs options. S'ils s'installent là, parce que leur investissement est important, s'ils sont moins importants, ils veulent aller ailleurs. Et ailleurs, il y a tous les avantages du code des investissements, des points francs, etc. Donc c'est déjà une grande activité, ce fait-là. Bon, bien entendu, après, il y a le fait que dans cette sous-région, le Bénin apparaît comme une démocratie, un pays apaisé, avec, je le disais, une justice commerciale assurée. C'est quand même pas mal pour les contrats, d'avoir une justice commerciale qui est efficace, et d'avoir aussi une fiscalité qui est transparente, à défaut d'être bon marché. Donc elle est au moins transparente. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont importants. Bon, bien entendu, après, il y a tous les avantages évidents
un pays où il y a une jeunesse très importante, où il y a donc une main-d'œuvre qui peut être formée rapidement. D'ailleurs, on le voit à Logic Bay, où actuellement on forme à toute vitesse des gens qui vont être dans l'industrie textile et qui sont capables de faire des t-shirts, des chemises et autres, etc. Donc les gens peuvent très bien être formés et devenir tout à fait compétitifs. Donc c'est quand même des éléments importants d'attractivité. Alors justement, est-ce que vous pensez que les entrepreneurs exploitent suffisamment ces potentialités-là? Bon, j'ai pas l'impression. Il y a quand même beaucoup de choses qui pourraient être faites. Bon, vous savez, j'ai été le PDG de Fluidor jusqu'à il y a 2 ans. Et on fait du beurre de qualité alimentaire. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas une autre, et pas assez d'ailleurs, c'est une unité qui n'est pas assez grosse. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait par exemple davantage d'opérateurs qui s'intéressent à faire du beurre de qualité alimentaire. Il y a d'énormes quantités qui partent comme ça en brut, qui ne devraient pas l'être. Donc ça par exemple, c'est une opportunité évidente. Après, bon, je reviens à l'agriculture quand même. La vallée de l'Ouémé, est-ce qu'on utilise ce potentiel ? Je ne pense pas. Donc là aussi, il y aurait sûrement des choses à faire. C'est quand même au moment qu'on en parle, qu'on met en avant le potentiel de cette vallée. Et pourtant, pourquoi est-ce que selon vous, ça ne bouge pas fondamentalement ? Bon, allez, un autre péage. C'était dans le péage précédent. Oui, c'est vrai. La valorisation de la vallée de l'Ouémé. C'est vrai. Mais pensez-vous qu'il faille tout le temps ramener tout à l'État central, M. Riboud? Bon, c'est une bonne question, mais quand même, vous savez, on est dans une atmosphère très francophone. Donc, le système francophone, il y a toujours l'État qui est là d'abord, qui trace la voie. Et je pense que les opérateurs béninois eux-mêmes sont assez timides. Il y a un espèce de tropisme commercial, si vous voulez. Vous voulez investir dans l'industrie ou même dans l'agro-industrie, bon, vous allez devoir investir dans vos machines agricoles, etc., etc. Ça va prendre du temps avant de rapporter. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'agriculture, il y a le climat qui va changer, etc., si vous voulez. Donc, il y a quand même des obstacles psychologiques. À vous entendre, à l'entame, vous avez évoqué les obstacles liés à l'accès au financement. Oui. Qu'en est-il? Bon, ça, c'est... Nous avons quand même au Bénin des banques commerciales, des structures quand même qui peuvent injecter je dirais suffisamment. Pratiquement trop, on en a eu plus de 12, alors, 13, mais je qu'est-ce crois, qui pose alors problème? C'est très compliqué. C'est un problème de mentalité, disons-le franchement. Le CIPB est en train actuellement de finaliser une étude faite par le professeur Amouzouvi sur les motivations dans les personnels de l'administration et de l'entreprise, mais ça s'applique également aux chefs d'entreprise. Quelle est vraiment la motivation lorsque vous venez vers la banque? Vous avez la certitude que vous allez devoir respecter vos échéances ou pas, que peut-être vous allez pouvoir échapper. Et dans ce cas-là, c'est un mauvais mental déjà qui commence. Et du côté de la banque, il y a de telles expériences de mauvais crédit qu'il y a une réticence. Donc ça crée un problème des deux côtés. Oui. Il faut savoir trier les bons. Et jusqu'à une date récente, je crois que les DG de banque étaient jugés plus sur la capacité à ne pas accorder de mauvais crédits qu'à accorder de bons crédits. Parce qu'on vient de loin, puisqu'on était à 18-19% de mauvais crédits dans les portefeuilles des banques. D'accord. On est actuellement à 12%, donc ça commence à être beaucoup baisser. mieux. On est en dessous de la moyenne régionale.
Mais si vous voulez, ça a été vraiment un grand souci. Vous avez des banques qui ont d'énormes problèmes, qui ont dû changer leur management, qui a dû avoir un nouveau DG qui est venu pour redresser la situation, etc. Et ça inclut toutes les banques. Alors nous allons revenir aux entreprises en elles-mêmes. Les produits, la plupart du temps, les produits béninois ont du mal à être compétitifs. C'est reconnu. Qu'est-ce qui explique cet état de choses et que faites-vous pour quand même y remédier au niveau du CIPB? Bon, la première chose, c'est que le consommateur béninois n'a pas beaucoup d'argent. C'est mon expérience quand j'étais à Flux d'Or, si vous voulez, c'est que c'est une question davantage de prix que de qualité. Donc il y a déjà un tropisme qui va vers la notion de prix. Donc vous pouvez avoir une excellente huile par exemple, et puis une huile importée dont on ne sait pas si elle est vraiment de bonne qualité. Et le consommateur va dire, tiens, celle-là, elle est 3 CFA de moins, je prends celle-là. Donc c'est déjà un premier problème d'avoir une clientèle qui est très intéressée par le prix. Uniquement. À partir de là, vous avez toutes les dérives possibles. Donc je viens d'évoquer les mauvaises qualités. Vous avez tout un ensemble de mauvais produits qui viennent de l'étranger, des imitations, du faux, etc. Par exemple, parmi nos membres, la peinture. Nous avons ici une société ou deux sociétés en fait que je connaisse qui font de la peinture de très bonne qualité. Ils sont concurrencés sur les marchés par de la peinture qui vient du Ghana avec des labels bizarres. Et qui revient à moindre coût. Absolument, absolument. Et en plus, c'est rentré comment, on ne sait pas trop. Je connais quelqu'un qui n'est pas membre du CIPB mais qui fait des biscuits donc de simples, des petits personnalisés. Oui. Ah ouais. Et lui, c'est les produits NAFDAC qui arrivent, donc Nigeria, ça, c'est une invasion. Alors, donc il y a ce problème-là, si vous voulez. Après, pour l'instant, le gouvernement est en train de mettre ça en place, mais il faut petit à petit qu'il y ait une certification, une vérification de la qualité des produits. Par exemple, c'est toujours pas un membre du CIPB, mais enfin, je le connais bien. Quelqu'un qui fait du concentré de tomates. Alors bon, il est allé tranquillement sur le marché, il a pris du concentré de tomates chinois, il les a fait analyser, il n'y a pas un gramme de tomate dedans, quoi, si vous voulez. Donc ils ont dû prendre des pommes de terre, ils ont mélangé avec un peu de colorant, et puis c'est vendu. Mais ça passe à la frontière, alors que par contre, lui est contrôlé enfin ça passe par le port, je veux dire, mais lui, il est contrôlé régulièrement, etc. Et la qualité est bonne. Donc la qualité de nos produits est bonne. Mais le problème, c'est que nous sommes confrontés à des gens qui ne respectent pas toutes les règles. Après, il y a bien sûr, quand même, on a dit le coût, le prix du produit. Alors, ça, c'est plus une question de qualité, mais le prix du produit. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le prix du produit? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'énergie électrique qui est un peu chère. Donc, on n'est manifestement pas au niveau de la Chine, par exemple. C'est peut-être notre énergie, c'est le double de ce qui est fait en Chine. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai commis un article sur l'énergie nucléaire. Je pense que l'énergie nucléaire, c'est l'avenir du Bénin et de beaucoup de pays. Donc des mini-centrales nucléaires qui pourraient être à des coûts beaucoup plus raisonnables que ce qui est actuellement. Et donc, à part l'électricité? Après l'électricité, vous avez, disons, le problème des grandes séries. C'est-à-dire que quand vous êtes une entreprise, parlons des Chinois encore, mais c'est d'autres aussi, vous produisez 1 million de pièces par jour depuis des années, dont les équipements sont amortis, et vous avez en face de vous, entreprise béninoise qui en fait 10 000 par jour, des équipements qui ne sont pas encore amortis. Vous avez un problème, donc les prix sont différents. Donc quand vous rajoutez ces différents obstacles entre ce qui est du domaine de la pure économie, donc les grandes séries, l'amortissement ou autre, et la fraude, vous arrivez à une situation où vous avez un problème. À vous entendre, on pourrait tout ramener au niveau de la maîtrise du coût de production. Qu'est-ce qui est fait par votre instance? Maîtrise du coût de production. Oui.
Parce que j'estime, avec tout ce que vous avez cité là, si l'opérateur arrive à minimiser ses coûts de production, le produit pourrait revenir quand même moins cher. Oui. Oui. Bon, c'est un problème, le serpent qui se mord la queue. Il faut d'abord commencer par produire de grandes quantités, amortir ses équipements. Donc c'est un process qui peut durer un certain temps. Alors justement le CIPB, je ne sais pas si ce sera dans vos questions, mais préconise actuellement d'avoir des mini cadres de concertation pour chaque industrie, entre l'industrie donc et les autorités de l'État qui à différents niveaux, que ce soit le ministère de l'Énergie, la douane, les impôts, le ministère du Commerce, etc., pour pouvoir arriver à voir quelle est la particularité de ce secteur et comment on pourrait aider. Alors vous avez par exemple la Côte d'Ivoire actuellement, ce qu'ils font, vous savez, il y a cette valeur mercuriale. La valeur mercuriale, c'est un produit, vous dites, il faut 200. Point final, ça ne discute pas que la facture dise 50, 100, 300, 400, il vaut 200. Et on va percevoir les droits de douane sur ces 200. Oui. Eh bien, par exemple, sur les pâtes alimentaires. On va y aller rapidement, nous tendons vers la fin. Allez-y, monsieur. Donc, sur les pâtes alimentaires, la Côte d'Ivoire, par exemple, si les pâtes alimentaires valent 200 à peu près sur le marché, on va dire non, ça vaut 400. Et donc, on va percevoir les droits de douane sur 400, ce qui va favoriser les produits locaux. Ça ouvre déjà la voie sur la dernière question que je m'en vais vous poser. Quelles sont les perspectives pour l'année 2024 quand on prend le secteur privé au Bénin? Bon, le secteur privé, il dépend en partie de l'économie internationale et des événements internationaux. Donc, vous les connaissez. La guerre en Ukraine, je pense que ça va finir cette année sans doute. Par contre, le conflit au Proche-Orient, lui, risque fort de s'envenimer. Et dans ce cas-là, nous pouvons avoir par exemple une hausse importante du prix du pétrole, enfin, etc. Des conséquences aussi sur les pays du Nord qui seraient en récession, pas seulement à cause de ça, mais aussi par le fait qu'il y a une hausse des taux d'intérêt général depuis 18 mois et que ça met un certain temps avant de se mettre en place. Donc on pourrait avoir une récession dans les pays du Nord, une hausse du prix des produits pétroliers. Et quel est l'impact de tout ça au Bénin? Qu'est-ce qui est envisagé? On va le subir. On va le subir, mais j'imagine que l'État mettra en place des mécanismes pour soutenir les entreprises. Pour atténuer les effets donc, exactement. de ces événements-là. Voilà qui est bien dit et qui vient conclure cet entretien. Roland Ribot, vous êtes, je le rappelle une fois encore, le président du Conseil des investisseurs privés du Bénin. Merci pour vos différents éclaircissements sur la thématique de ce matin. Ce sera tout, Emmanuel Amenga. Merci beaucoup à vous, Alessandra Dioton. Je pense qu'on en a appris